Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé de Pourquoi Docteur. Elle mesure quelques millimètres et peut empoisonner notre vie et même provoquer une maladie parfois grave. Je veux parler de la maladie de Lyme qui touche 30 000 personnes par an en France. Avec les beaux jours, la tique est en effet de retour dans nos forêts et avec elle son cortège de questions. Comment s'en protéger? Comment savoir si j'ai développé la maladie? À qui m'adresser? Ou encore comment me soigner? Des questions simples, mais les réponses, elles, sont beaucoup plus complexes au point de diviser la communauté médicale. Pour en parler avec nous, le professeur Christian Perronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, spécialiste de ces questions et auteur de nombreuses publications, dont une remarquée dans le British Medical Journal. Mais vous êtes aussi un iconoclaste. Sur la maladie de Lyme, vous avez dit récemment, rien n'a bougé depuis 30 ans, sa prévalence est sous-évaluée, les tests ne sont pas fiables et les patients sont souvent mal soignés. On n'est pas loin du complot. Oh, ce n'est pas un complot, je crois que c'est peut-être une vision qui n'était pas bonne il y a plus de 30 ans. On a cru que c'était une maladie rare. Et comme on n'a jamais pu c'est difficile d'isoler la bactérie. Quand vous avez une maladie infectieuse, l'idéal, c'est d'isoler la bactérie, le virus en culture. On a pu le faire pour le VIH avec le sida. Pour la Borrelia, qui est la bactérie responsable de la maladie de Lyme, c'est difficile de la cultiver, ce n'est pas fait en routine. Donc c'est beaucoup plus simple de dire, tiens, on va chercher les anticorps que les malades ont produits quand ils ont été infectés. Mais quand on cherche des anticorps, il faut étalonner par rapport à une référence. Et cette référence, c'est des populations de malades certains, c'est des populations de témoins, on est sûr qu'ils ne sont pas malades. Et on n'a jamais pu étalonner parce qu'on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. Donc ça a été calibré, étalonné artificiellement sur le test, j'entends, sur les donneurs de sang en bonne santé. Il faut savoir que c'est une maladie dont on fait la calibration sur des gens en pleine forme. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a 35 ans, c'était décidé arbitrairement que comme c'est une maladie rare, il ne fallait pas dépister trop de personnes. Donc le test est verrouillé pour qu'on dépiste jamais plus de 5% de personnes. On va y venir et détailler toutes ces questions. Mais avant, quelques points pratiques. D'ailleurs, pourquoi parle-t-on de la tique tous les ans à la même période? Parce que là, il commence à faire beau et les tiques se réveillent au printemps et s'endorment à la fin de l'automne. Mais ceci dit, alors on a beaucoup plus de chances d'attraper la maladie de Lyme ou les maladies associées quand il fait beau. Mais n'oublions pas que maintenant, avec le réchauffement climatique, même en France, je vois des cas de forme primaire de maladie de Lyme, même au mois de janvier ou de février. Donc le risque est plus faible en hiver, mais là, il augmente beaucoup en ce moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de changement de cycle de la part de la tique qui fait qu'elle se nourrit de sang et qu'elle vient le chercher chez nous ou sur les animaux? Alors, la tique se nourrit que 2 fois dans sa vie, donc c'est très économe. Une tique, ça ne mange pas beaucoup, mais elle se nourrit essentiellement sur les animaux, alors les rongeurs, qui sont un gros réservoir, après le gibier, les cervidés, les sangliers, même les oiseaux. Et l'homme est un accident dans la chaîne parce qu'on est un animal comme les autres et puis on peut être contaminé dans cette chaîne de transmission. Mais c'est ça qu'elle vient chercher chez nous, c'est le sang. Oui, tout à fait. Et les tiques, les gens n'ont pas peur parce que tout le monde en a vu sur son chien, son chat ou les animaux domestiques. En fait, les tiques, c'est des petites seringues à pattes qui transmettent beaucoup de choses. Et là, Muriel Vessier de Maison Alfort vient de publier un article remarquable où elle montre que les tiques contiennent beaucoup de microbes, des bactéries, des parasites, des virus. Et il n'y a pas que la maladie de Lyme, il y a d'autres microbes. Alors, on a souvent dit qu'elle sévissait principalement dans le Nord, en Alsace et en Normandie, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, en fait, le test dépiste probablement surtout des espèces de la bactérie dans certaines régions, mais les données de la science montrent actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de variants de la bactérie qu'on appelle Borrelia burgdorferi dans notre jargon médical. Et il y a d'autres espèces de Borrelia qui existent dans le monde et là pour lesquelles les tests sont encore moins adaptés. Ça veut dire que quand on dit dans une région il n'y a pas de Lyme, c'est peut-être pas de Lyme au sens strict, mais il y a beaucoup de maladies tout à fait identiques qui sont dues à d'autres espèces de Borrelia, voire à d'autres bactéries, voire à des parasites. Par exemple, l'un de vos confrères disait qu'au bois de Vincennes, par exemple, près de Paris, la tique est bien présente. Tout à fait. Et moi, j'ai même à Garches, en face, il y a le parc de Saint-Cloud. Je sais qu'il y a des médecins de l'hôpital qui ont fait un pique-nique en face et qui ont attrapé la maladie de Lyme en face de mon hôpital. Donc, il y en a dans la région parisienne. Alors, si cette bestiole est présente partout, doit-on abandonner l'idée des balades en forêt, en famille? Pas du tout. Ou est-ce qu'on peut s'en protéger? Moi, j'adore la nature et ce serait dommage, mais simplement, il faut être prudent. C'est-à-dire, d'abord, il y a des personnes qui attirent les tiques, d'autres qui n'en attirent pas.
Il y a des gens qui sont génétiquement résistants, il y a des chasseurs qui sont toute l'année ou presque, pas peut-être au moment de fermeture de la chasse, mais qui sont en forêt avec leurs chiens, qui ont quelquefois même des sérologies de Lyme très positives, qui ne sont jamais malades. Il y a des gens qui résistent naturellement. Est-ce que les enfants sont plus touchés que les adultes? Pas forcément, mais bon, c'est vrai que les enfants ont plus tendance à se rouler dans l'herbe ou dans les sous-bois. Et alors, si on va dans une zone un petit peu, si on va dans la forêt juste pour admirer la forêt, on peut rester sur les allées, on a déjà moins de risques d'être contaminé. Si on veut aller ramasser des champignons, se promener dans les sous-bois, il faut être prudent. Prudent, ça veut dire quoi concrètement? C'est par exemple s'habiller avec des vêtements longs et clairs pour voir les tiques, mettre les chaussettes par-dessus le pantalon, un chapeau. Pour les gamins qui font des camps scouts, leur dire quand ils reviennent qu'ils s'inspectent mutuellement sous la douche pour voir. Parce que, on va y venir, mais sur les mesures de protection, de prévention. Voilà, alors après il y a des répulsifs qui peuvent être utilisés. C'est les mêmes que pour les moustiques, mais il faut demander conseil à son pharmacien. Il y a des tas de produits qui existent. Qui sont vraiment efficaces ou... Oui, ils sont efficaces, mais il faut les remettre si on reste des heures dans la forêt, peut-être une fois de temps en temps. Mais il faut faire attention à tous ces produits chimiques, ne pas en abuser pour les très jeunes enfants, les femmes enceintes, parce qu'on connaît pas trop leur toxicité éventuelle, mais une personne en bonne santé peut en mettre ponctuellement sans aucun problème. Donc ce que vous conseillez plutôt, c'est de se protéger plutôt avec des vêtements longs pour éviter que la tique Alors on n'attrape pas que le Lyme qu'en forêt, on peut l'attraper dans des parcs, dans des jardins. Beaucoup de gens ont des maisons pas très loin des forêts où il y a des tiques même dans leur propre jardin. Donc là, on conseille de mettre des clôtures pour éviter que les animaux sauvages viennent brouter, parce que maintenant les biches viennent brouter quelquefois devant votre porte. De mettre des allées sèches autour, parce que les tiques n'aiment pas trop les allées de cailloux, de couper l'herbe ras. Les tiques préfèrent se mettre sur des grandes herbes. Donc, rien que ces mesures de prévention un peu naturelles peuvent limiter les risques. Alors, une fois qu'elle s'est accrochée sur notre corps, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut la remarquer. C'est pas faut la remarquer. Il faut bien dire que c'est énorme. 70% des gens qui ont une vraie maladie de Lyme authentifiée avec les tests d'aujourd'hui non contestés n'ont aucun souvenir de piqûre de tique. Donc, il ne faut pas croire que les gens se souviennent de cette piqûre. Pourquoi? Parce que les grosses tiques, on les repère assez facilement, sauf si elles sont bien cachées. Mais les toutes petites tiques, les nymphes qui font 2 mm, si elles vous piquent dans le cuir chevelu, à moins d'être chauve, ou dans l'arrêt des fesses ou dans le nombril, on peut ne pas les voir. Après, elles se décrochent au bout de quelques heures ou d'un jour ou deux. Et on peut tout à fait tomber malade sans rien voir. Alors, normalement, il y a l'auréole rouge qui apparaît autour, ce qu'on appelle l'érythème migrant, qui commence à être connu. Il y a des photos partout sur Internet qui grandit progressivement. Mais malheureusement, une fois sur deux, cet érythème migrant n'est pas présent. Et puis quand on a une tache rouge comme ça après une balade en forêt, on ne s'inquiète pas, on dit « oh tiens, j'ai une plaque d'eczéma » ou le pharmacien qui regarde ça dit « oh, c'est pas grand-chose », même le médecin traitant dit « oh, bah, c'est rien ». Pour les enfants, on dit, est-ce que c'est vrai qu'il faut effectivement examiner après une balade en forêt, lors de la douche, les cheveux et derrière les oreilles? Tout à fait, il faut examiner un peu partout parce que les petites nymphes, elles sont toutes petites. Et alors, si c'est une grosse tique, une femelle qui est bien gorgée de sang, elle peut faire plus d'1 centimètre de long, donc ça, on peut la voir assez facilement. Mais les toutes petites nymphes, on ne les voit pas. Hein. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie? Alors heureusement, toutes les tiques ne sont pas porteuses. Alors il y a des régions plus ou moins infestées. On sait qu'en France, l'Alsace, les Vosges, en région parisienne, toutes les grandes forêts, mais surtout la forêt de Sénart. Mais il y a l'Orne qui est très à risque. Il y a la Creuse aussi, une partie du massif central. Mais quel est le pourcentage de tiques qui sont porteuses de... Alors, dans certains coins, ça peut monter jusqu'à 30-40% des tiques, mais ce n'est pas le cas sur tout le territoire national. À d'autres endroits, ça peut être 3%. On n'a pas une cartographie exhaustive, mais il y a quand même des entomologistes, des vétérinaires qui étudient ça. Et combien la transmettent à l'homme? Quand la tique est infectée, elle transmet presque systématiquement si elle a le temps de faire tranquillement son repas sanguin et de régurgiter. Après, quelqu'un qui est contaminé par la borrelia de la maladie de Lyme ne tombe pas forcément malade. Il y a des gens qui résistent naturellement, sinon on serait peut-être tous morts. Mais... Quel est le pourcentage de personnes qui tombent malades? C'est difficile à dire, mais il y a beaucoup de gens qui font des formes bénignes, même qui guérissent toutes seules en apparence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement guéris toute la vie, parce que peut-être que la bactérie va se réveiller quelques temps plus tard. Mais il y a des personnes qui sont tout le temps exposées, qui sont pas malades ou très peu malades, et il y en a d'autres qui vont mettre les pieds une seule fois en forêt, être piqués une seule fois, ils vont faire l'encéphalite et être paralysés. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors tout à l'heure, vous parliez des plaques rouges qui permettent de nous mettre sur la piste de la tique, mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui doivent nous alerter?
Alors après, c'est le problème de la maladie de Lyme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de polémiques, quelquefois même l'entourage familial, les médecins n'y croient pas, c'est que 80-90% des symptômes sont subjectifs, dans notre jargon médical, ça veut dire que ce n'est pas visible par le médecin ou l'entourage. C'est le patient qui dit « j'ai mal, je suis fatigué, j'ai des troubles de mémoire, de concentration, je suis comme un légume, je ne peux pas me lever, j'arrive plus à travailler, j'ai des douleurs partout ». Ça, c'est déjà une grosse partie des symptômes. Alors on dit, bah, c'est pas grave, vous êtes déprimé, c'est le stress au boulot. Et après, bon, quand on cherche bien, si on fait une IRM, certains examens poussés, on peut trouver des anomalies objectives, mais souvent très discrètes. Alors après, il y a de temps en temps des maladies beaucoup plus, je dirais, symptomatiques, où là, c'est très facile parce qu'on a tous les signes comme dans les livres, où on a les anomalies biologiques évidentes. Mais malheureusement, ces formes-là, c'est une minorité. La grande majorité des gens, c'est pas très spécifique et ça peut imiter un peu tout et n'importe quoi. Donc le pauvre médecin, je n'attaque pas les médecins dans la difficulté du diagnostic, c'est qu'ils sont paumés, quoi. Alors vous me servez justement de transition pour la deuxième partie de cette émission. À en croire de nombreux témoignages vus sur Internet et selon plusieurs associations, avoir la maladie de Lyme, c'est un parcours du combattant. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette partie de l'émission. Alors je le disais, les mots employés, c'est omerta, errance thérapeutique sur les forums. Le problème de la maladie de Lyme, c'est qu'on ne peut pas la faire entrer dans une case. Ça, c'est le témoignage d'une association. Est-ce que ça veut dire que les médecins ne s'en occupent pas ou ignorent cette maladie? Alors, jusqu'à une période assez récente, beaucoup de médecins ignoraient parce que les plus anciens ne l'avaient même pas appris à l'école de médecine. Bon, ceux qui étaient un peu plus jeunes en avaient entendu parler, mais pendant 5 minutes, pendant leurs études, ils se disaient c'est quoi la maladie de Lyme? C'est un truc rare aux États-Unis, il n'y en a pas en France. Et maintenant, vraiment, les médecins progressent énormément et depuis quelques années commencent à la connaître, commencent à en voir dans leur clientèle, s'apercevoir que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'ils pensaient. Mais malheureusement, ils sont bloqués on y reviendra tout à l'heure, par la qualité des tests qui fait qu'on n'arrive jamais à confirmer ce diagnostic. Vous êtes sympathique avec vos confrères, mais moi j'ai lu beaucoup de forums dans lesquels les patients se plaignaient de ne pas être entendus par les médecins. Alors le problème, c'est comme ces médecins disent je ne crois que ce que je vois est la preuve et je veux le test écrit. Du coup, c'est vrai, ils envoient balader les patients en disant vous êtes un hypocondriaque, un feignant, ils envoient tous les malades en psychiatrie. L'autre jour, j'ai un professeur de psychiatrie d'un grand CHU parisien qui m'a appelé horrifié en disant j'en ai marre, tous mes collègues internistes, rhumatologues m'envoient des soi-disant fous, ils ne sont pas du tout fous, ils ont une maladie organique, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ne sont pas fous et ça devient de la... Et moi, je peux témoigner, parce que j'ai sorti quand même pas mal de gens de psychiatrie, que des enfants, des adultes sont enfermés en psychiatrie, quelquefois même des paralysies, avec des problèmes psychiatriques ou neurologiques importants, et on leur dit c'est dans la tête, et quand ils hurlent de douleur, moi j'ai des malades qui ont guéri, qui peuvent témoigner, ils avaient des douleurs au niveau 10 sur l'échelle de la douleur, ils auraient nécessité de la morphine, on leur disait la douleur c'est dans votre tête, vous fabulez. Et quand ces personnes guérissent, parce qu'on arrive à en guérir quand même pas mal, ils vous racontent 15 ans de calvaire comme ça, on a la preuve, mais la preuve sur des milliers de témoignages que ça existe, que ce n'est pas une maladie imaginaire. Alors en tant que patient, si j'ai une suspicion, quels sont les éléments que je dois mettre en avant pour que le médecin que j'ai en face de moi me croie et s'oriente sur la bonne piste? Alors déjà, le fond commun, c'est un peu la fatigue, des douleurs. On vous a dit, on est tous fatigués avec des douleurs. Alors, il faut avoir, en général, il y a une association de plusieurs signes. C'est-à-dire qu'il y a souvent des signes à la fois articulaires, neurologiques, cardiaques. Quand je dis cutanés, on ne les a pas forcément tous. Mais quand le médecin a quelqu'un en face de lui qui se plaint tout le temps, les troubles de mémoire et de concentration, en plus, on peut les mesurer avec des tests objectifs, ce qu'on appelle les tests neurocognitifs. Donc, on sait que les gens n'inventent pas, que ça se mesure. Le médecin, il voit tout ça. Alors, il faut éliminer les grandes maladies classiques, il faut éliminer les maladies auto-immunes bien connues, etc. S'il ne trouve rien, il faut quand même... Il dit que c'est une fibromyalgie. Il dit que c'est une fibromyalgie, qui est le diagnostic un peu poubelle quand on ne sait pas, on dit vous avez la fibromyalgie. Mais moi, je pense que beaucoup de fibromyalgiques... Il faut faire attention, parce que tous les gens qui ont ces syndromes chroniques, ce n'est pas que la maladie de Lyme au sens strict. Toute la polémique vient en partie de là, c'est qu'il y a beaucoup d'autres microbes, à mon avis, qui donnent ce type de symptômes, pour lequel, pour l'instant, il y a 0 test. Alors, on le sait parce que quand même, quand de temps en temps, des malades se font tester dans des laboratoires vétérinaires, on trouve des bactéries ou des parasites.
Moi, récemment, j'ai un laboratoire vétérinaire qui m'a trouvé, alors c'est des noms un peu latins, mais des Ehrlichia, des Babesia, des Rickettsia felis, des Bartonella, chez des malades sur qui on avait mis l'étiquette maladie de Lyme. Donc ce mot de maladie de Lyme ne me convient pas parce que c'est plus large. D'accord. Vous dites qu'il y a un test, un test diagnostique en France. Vous dites qu'il n'est pas fiable. Expliquez-nous. Le test qui est recommandé en France n'est pas fiable du tout parce qu'il a été calibré sur une souche américaine qui s'appelle B31, que j'appelle la souche Coca-Cola, parce que c'est la souche qu'on a imposée au monde entier pour faire tous les tests, alors que dans le monde entier, ce n'est pas du tout la souche B31 américaine qui circule. Et la preuve en est qu'en Grande-Bretagne, officiellement, il y a très peu de Lyme, alors moi je connais des médecins anglais qui en suivent plein. Et il y a un Écossais qui a repris ces tubes négatifs dans le congélateur, des sérums de malades, et quand il utilisait des souches régionales au lieu d'utiliser la souche imposée dans le monde entier américaine, ces tubes redevenaient positifs. Ça montre bien que quand on est soi-disant négatif dans une région, c'est parce que la souche imposée au monde entier dans tous les laboratoires de référence n'est pas la bonne souche. Si on va en Angleterre, on peut être positif. Non, au contraire, on va avoir plus de chances d'être négatif. Oui, pardon, négatif. Alors, vous dites aussi 5% des malades seraient diagnostiqués, des études scientifiques l'ont confirmé. Mais quel serait l'intérêt de ce sous-diagnostic ? À l'époque, je ne veux pas leur jeter la pierre, ils ne savaient pas trop comment calibrer, ils se sont dit, bon, c'est une maladie nouvelle. Ce sont les... C'était les gens de la Société américaine de maladies infectieuses, qu'on appelle IDSA. C'était un petit groupe autour d'une table, ils se sont dit, on n'arrive pas à cultiver facilement, il faut mettre une barre quelque part. Pendant des années, ils n'ont pas fait le lien avec ce qui avait été décrit en Europe depuis un siècle. Pourtant, des formes cliniques de la maladie avaient été décrites, mais ils ont dit non, ça n'a rien à voir. Et ils se sont dit, c'est un phénomène nouveau à Lyme, dans le Connecticut. C'est une maladie rare, donc on va mettre la barre à 5%. Comme ils ont calibré sur des gens en bonne santé, il fallait mettre une barre quelque part. Et c'était totalement arbitraire. Mais pourquoi ils ne l'ont pas réévalué depuis ? C'est la question que je pose. Moi, je dis ça depuis 20 ans. Et tout le monde me dit, non, c'est parfait, ce test. Et en plus, c'est la seule maladie infectieuse que je connaisse. Citez-moi une autre, sinon. Vous savez qu'en termes de sérologie, c'est des termes un peu techniques, mais on le connaît pour le sida, le VIH, l'ELISA, qui est le test de première ligne, et le Western blot, qui est le test de deuxième ligne. Dans toutes les maladies infectieuses, si l'ELISA est négatif, on est bien content d'avoir un Western blot pour confirmer ou pas. Et là, dans le Lyme, ça a été interdit il y a 30 ans de faire un Western blot si l'ELISA était négatif. Pourquoi ? Quand j'ai posé la question à des grands scientifiques, on m'a dit oui, parce que sinon il y aurait trop de malades. C'est le seul argument scientifique qu'on a pu me sortir. C'est un peu court, mais comment font les Français qui veulent avoir un diagnostic fiable ? Ils sont dans la galère parce qu'il y a des laboratoires qui ont fait un peu hors recommandation des tests plus sensibles. On sait qu'il y a une malheureuse affaire qui s'est terminée en justice avec la fermeture du laboratoire. Donc les laboratoires ont peur, alors soit ils le font de façon clandestine, soit les gens vont à l'étranger. C'est pas que dans les autres pays européens, les recommandations sont les mêmes, mais il y a des pays comme l'Allemagne où les autorités n'embêtent absolument pas les médecins ou les laboratoires s'ils font des tests plus sensibles que le test officiel. Donc, vous êtes très actif avec les associations auprès du ministère de la Santé pour faire entendre ce point de vue. On ne vous a toujours pas écouté. Non, alors maintenant, il faut savoir que les 3 associations se sont regroupées dans la Fédération française des maladies vectorielles à tiques, avec un conseil scientifique que je préside. Je crois que j'en veux pas aux autorités qui sont un peu perdues. C'est un débat très technique et scientifique. Pour l'instant, je pense qu'ils ne savent pas trop qui a raison, ils n'y voient pas clair. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une accumulation de publications scientifiques dans la littérature, dans les articles médicaux publiés dans des très bons journaux, qui vont plutôt dans le sens de ce que je dis. Parce que quelquefois on dit, Perron, il raconte des bêtises. Tout ce que je dis, quand on me pose la question, je sors la référence qui va en face. Des tests diagnostiques peu fiables, des patients victimes d'errance thérapeutique. On va voir dans la dernière partie de l'émission que la prise en charge de la maladie de Lyme, elle aussi, est hasardeuse. De quoi souffrent les patients atteints de la maladie de Lyme ? Alors, les patients, ils souffrent de douleurs, de fatigue, alors quelquefois dans les formes plus spectaculaires de paralysie, de problèmes cutanés récurrents. Ça peut être des névralgies, ça peut être des maux de tête épouvantables. Alors très souvent, les gens de troubles de mémoire et de concentration, de vertige, ils n'arrivent plus à travailler. Ça, ce sont pour les formes les plus graves. Oui, mais il y en a énormément. Alors, les formes bénignes, c'est les gens qui juste ont eu l'érythème migrant, ont un peu de douleur articulaire, et puis après, ça rentre dans l'ordre assez vite avec les Mais les formes graves sont majoritaires.
On ne connaît pas le chiffre exact parce qu'on n'a pas de test fiable. Moi, je pense qu'il y en a des centaines de milliers au minimum. Avec une entomologiste belge, on a fait une étude en Europe de l'Ouest. On estime rien que pour Borrelia burgdorferi, une seule bactérie, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, il y a au moins 1 million de nouveaux cas en Europe de l'Ouest chaque année. C'est beaucoup plus que les chiffres officiels. Et on dit que c'est une maladie rare, à vous écouter, c'est plutôt une maladie grave. C'est une maladie fréquente. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui ont dit... Alors, je vais être prudent parce qu'il y a des auditeurs qui ont la sclérose en plaques ou d'autres maladies graves qui ne sont pas du tout de Lyme. Mais il y a un pourcentage certain de gens qui ont des maladies auto-immunes comme sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, sclérose latérale amyotrophique et d'autres, qui sont d'authentiques maladies de Lyme. Et quand le test est négatif, le neurologue ou le rhumatologue va dire non, ce n'est pas de Lyme, de toute façon le Lyme ça n'existe pas. Et ça ôte une chance aux patients d'éventuellement d'avoir un autre diagnostic. Donc il y a urgence de mettre au point des nouveaux tests. Mal identifié, maltraité, est-ce qu'on peut en guérir ? Alors, on peut guérir, alors ça dépend beaucoup du terrain génétique. Il y a des gens avec un traitement simple tel que recommandé aujourd'hui vont guérir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont parachuter un jour parce qu'on sait que les borrélias, elles se cachent et peuvent rester dans les tissus puis se réveiller 5 ans après, un peu comme la tuberculose ou d'autres microbes. On peut guérir avec les traitements que font les médecins, qui ne sont pas les traitements officiels plus prolongés en associant plusieurs molécules. On arrive à améliorer ou guérir 80% des personnes, même atteintes de Lyme chronique. Ce n'est pas du 100%, mais si on ne fait pas un peu de traitement d'entretien, même avec certaines méthodes naturelles, la rechute est quand même très fréquente. Alors, vous disiez à l'instant, on peut déclarer la maladie plusieurs années après avoir été infecté. Tout à fait, oui. Vous disiez 5 ans, mais ça peut être au-delà ? Oui, et puis il y a des gens, moi j'ai connu, qui étaient très malades, qui ont guéri, et à l'occasion d'un grand stress, d'une infection virale qui les a mis à plat, voire d'une nouvelle piqûre, ont rechuté. Donc il faut... Moi je dis toujours à mes patients, bon là vous êtes guéri, mais si jamais vous sentez des petits signes de rechute, il faut retaper tout de suite, parce que sinon j'ai vu des gens qui n'y croyaient, qui disaient non, je ne sais plus le Lyme, et qui ont pu repartir à la case départ. Alors le traitement classique repose sur une prescription d'antibiotiques pendant 3 semaines. Vous dites que c'est une ineptie. C'est une ineptie parce que ça a été décidé comme ça initialement. C'est comme si on disait on guérit la tuberculose en 3 semaines. Et puis ce qui était vraiment une ineptie, c'est qu'à l'époque, les gens qui ont défini la maladie aux États-Unis ont dit après 3 semaines, si vous n'êtes pas complètement guéri, si vous êtes encore capoute, si vous avez encore des douleurs, si vous avez encore plein de problèmes, nous, ce n'est plus notre problème. Nous, on a tué la bactérie, ce qui est faux. Toutes les publications scientifiques montrent qu'elle n'est pas du tout tuée, qu'elle peut résister à des mois d'antibiotiques. Et donc, tout ce dont vous vous plaignez, ce n'est plus la maladie de Lyme, mais allez voir ailleurs. Alors, vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, je demande qu'en urgence, il y ait des essais de bonne qualité qui soient mis en place, de la recherche clinique, ça ne coûterait pas très cher, pour démontrer tout ce qu'on raconte. Il y a plein de publications. Non, mais en attendant, comment vous, quand un patient se présente, qu'est-ce que vous faites ? Je ne suis pas du tout les recommandations officielles, et je traite les gens plus longtemps, et j'associe toujours avec des antiparasitaires, parce que ça a changé la donne. Et c'est tout ça, il y a des choses publiées, c'est l'expérience de beaucoup de médecins. L'antibiotique seul n'est pas suffisant pour guérir ces syndromes complexes dus probablement à plusieurs germes. Il n'y a pas une seule bactérie qui explique tout. Tout le monde n'a pas la maladie de Lyme, c'est trop simpliste. Vous risquez d'avoir des problèmes avec l'assurance maladie, mais avant de vous quitter, quelle serait la décision des pouvoirs publics qui vous ferait dire que la maladie de Lyme est enfin prise en compte en France ? Mais pour l'instant, elle n'est pas du tout prise en compte, elle n'est pas reconnue. L'assurance maladie, moi je lui répondrais que moi je vois des malades qui pendant 15 ans étaient en arrêt de travail, ont été hospitalisés 15 fois avec des tonnes d'IRM, de scanners. Ils dépensent des milliards d'euros dans cette maladie alors qu'on pourrait la guérir. Donc la première décision à prendre, ça serait quoi ? La première décision, c'est d'arrêter le harcèlement contre les médecins. En ce moment, le Conseil de l'ordre et la Caisse d'assurance maladie... Qui prescrivent au-delà des 3 semaines. Sont en train de suspendre des médecins, c'est très grave. Et de pouvoir faire peut-être des maisons de santé ou des médecins motivés apprendrait par compagnonnage, parce que c'est une prise en charge compliquée. Et que tout ça puisse être évalué par les autorités, que là-dedans puisse faire de la recherche clinique et fondamentale avec des laboratoires vétérinaires. Pour l'instant, les laboratoires de microbiologie médicale en France ne font pas le boulot. Et on refuse que les laboratoires vétérinaires qui ont des bons tests puissent appliquer leurs tests à la médecine humaine. C'est ça qui ne va pas. Et ce n'est pas très compliqué, il y a des tests déjà qui existent. Moi, je suis cartésien, mais j'ai fait beaucoup de recherches, publications dans d'autres domaines, je ne fais pas n'importe quoi. Mais là, effectivement, on peut reprocher qu'on fait n'importe quoi parce qu'on n'a pas le droit d'évaluer, de publier ce qu'on fait, puisqu'on soigne des malades imaginaires. J'espère qu'ils vous écouteront en regardant cette émission. Christian Perronne, merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.